a 165 millions d'années, Atlasaurus, un curieux dinosaure, régnait sur une bien étrange planète. Une terre sans herbe ni fleurs, si ancienne que l'océan Atlantique lui-même n'était pas encore né. La mort de ce vieux dinosaure sauropode est le point de départ d'une enquête sur l'origine des plus grands dinosaures que la Terre ait portés. Le squelette de ce gigantesque animal est retrouvé intact dans les montagnes de l'Atlas, au Maroc. Atlasaurus, vedette du musée de Rabat, est le plus vieux sauropode complet au monde. Il est l'ancêtre des célèbres brachiosaures, les plus imposantes créatures terrestres de tous les temps. Et voilà cette première reconstitution. Oui, première version, avant qu'on ait remis tous les os ensemble. Si j'avais à la refaire aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on sait de l'animal, je mettrais le train avant plus haut que le train arrière. Michel Montbaron est géologue, Nadja Takesby, paléontologue, et Philippe Taquet dirige le département de paléontologie du Muséum d'histoire naturelle à Paris. Tous trois se sont fixés un but: remonter la piste d'Atlasaurus jusqu'à l'origine des sauropodes il y a 200 millions d'années et combler ainsi une lacune de 35 millions d'années dans l'histoire des dinosaures, le tout début du Jurassique. Il y a 200 millions d'années, l'Amérique du Nord et l'Afrique sont encore unies jusqu'à ce que l'océan Atlantique les sépare. Pour retrouver leur histoire commune, un seul endroit au monde, le Haut Atlas marocain. L'origine des sauropodes au début du Jurassique est un mystère. Partout sur la planète, les fossiles de cette époque ont été anéantis par l'érosion ou enfouis sous des kilomètres de sédiments. Partout, sauf au Maroc, où le soulèvement de l'Atlas a fait ressurgir cette époque mythique de l'histoire des dinosaures. Ces pages inédites ne figurent sur aucune carte. Seul un géologue chevronné comme Michel Montbaron, qui parcourt le Maroc depuis plus de 30 ans, est capable de les localiser. Sur ces indications, l'équipe gagne le village d'Azilal, à moins de 100 km de la dernière demeure d'Atlasaurus. Des fossiles sans doute plus anciens que le célèbre sauropode ont été découverts dans la cour d'une ferme. Ça fait une taille, ça fait une bonne taille déjà. Les paléontologues Philippe Taquet et Ronan Alain se mettent aussitôt au travail. Voilà. Monsieur Mohamed, le maître des lieux, montre où il a découvert les premiers fossiles, sans se douter de leur importance. Le professeur Dale Russell, célèbre paléontologue américain, est venu rechercher les ancêtres des dinosaures de son pays. Si on est capable d'imaginer à quoi ressemble un os, c'est plus facile. Sans image précise, c'est très difficile de trouver quoi que ce soit. Le premier fragment d'os que l'on extrait est très important parce qu'il nous fournit des indices sur la texture et sur la couleur qui nous permettent de le différencier de la roche. Par la gauche, oui, voilà. Les fossiles affleurent dans une couche sédimentaire que les géologues datent de 180 millions d'années, 15 millions de plus qu'Atlasaurus. La découverte d'un fémur de sauropode met l'équipe sur la piste de l'ancêtre du grand dinosaure. Ah non, mais le coin est très très riche. Regardez-moi ça.
Ouais, il est quand même, c'est vrai, l'Atlasaurus, son métatarsiens aigre comme ça, non, c'est quand même une belle bête. Oui, non. On peut déjà dire le groupe de dinosaures auquel ça appartient. Regardez ça. Regardez la conservation. Voilà l'extrémité proximale. Regardez ça. Sauropodes, disons, de taille moyenne, quoi. Largement au-dessus d'un rhinocéros. Oui, Bravo, moi. Bravo. On est toujours dans le Jurassique inférieur. La fin du Jurassique inférieur. C'est-à-dire le Toarcien, c'est-à-dire à peu près plus de 180 millions d'années. Alors que c'est un endroit où on ne sait pratiquement rien de ces animaux. Et il y a forte chance pour qu'ils soient tous nouveaux pour la science. Alors c'est très excitant. Ils sont au rendez-vous de nos prévisions. C'est bien. Malheureusement, la dureté de la roche rend difficile le dégagement des fossiles. Pour Dale Russell, scientifique passionné, l'enjeu de la mission est aussi de reconstituer le monde très ancien dans lequel évoluaient ces dinosaures primitifs. Nous tentons d'établir la preuve que nous avons ici quelque chose de plus spectaculaire que la planète Mars. Il s'agit en réalité d'une étape de l'évolution de la vie sur Terre, l'un des plus grandioses épisodes connus de l'histoire de la création du monde. Nous voulons en établir l'origine et en tirer les enseignements pour l'avenir. Qui ne voudrait pas prendre part à une telle aventure? Mine de rien, quand on est au pied, c'est gigantesque. C'est vraiment grand. Michel Montbaron prospecte pour trouver des sauropodes plus vieux encore. Il a repéré à une journée d'Asilal une dalle dressée qu'il date de 30 millions d'années avant Atlasaurus. On y est. Alors ce qu'on voit, c'est une dalle de calcaire du Lias inférieur, couverte de traces de dinosaures, théropodes, tridactyles vraisemblablement. Bien entendu, à l'époque où ces traces se sont faites, la dalle était à l'horizontale. On était dans une plaine couverte de boue calcaire dans laquelle les dinosaures qui ont imprimé leurs traces passaient vraisemblablement à la recherche de leur nourriture. Finalement, lorsque les plissements se sont faits, lorsque le serrage de l'Atlas s'est produit, ces couches se sont basculées. Bien sûr, elles avaient encore par-dessus tout le reste de la sédimentation de l'Atlas. Et cette sédimentation, ces couches ont été peu à peu balayées par l'érosion. Et maintenant, celles-ci sont à fleur de terre. Elles livrent leurs traces, leurs fossiles. Le géologue suisse a fait appel à son compatriote Christian Meyer, spécialiste des traces de dinosaures. Tu peux donner une hauteur de l'animal? Avec ces mesures-là, non. Il faut que je mesure la longueur de l'empreinte. Attends, je vais voir. L'étude des empreintes tridactyles dévoile le comportement d'un animal de taille modeste, mais en pleine action. Ici, principal, numéro 3, ça fait 30 cm. C'est-à-dire on arrive à peu près à 1,20 m hauteur à la hausse. Ok, j'ai bien compris, j'ai noté. Les empreintes sont pas très claires, mais ça c'est un petit théropode, mais les pistes sont très directes. Je pense qu'il est en train de courir, mais il faudrait vérifier avec les calculs ce soir. Il est clair que si nous avons les traces, les empreintes sur des dalles comme ça, il est possible que l'on trouve quelque part des ossements, bien sûr dans les mêmes niveaux, des ossements ayant appartenu à ce genre d'animaux. Ce petit carnivore, poursuivant sa proie le long d'une lagune du secondaire, suggère qu'un herbivore ne devait pas être loin. Pourquoi pas un des tout premiers sauropodes? Alors ici, on est sur une dalle dolomitique qui date du Cinémurien. Ça fait 195 millions d'années. Plus ou moins le début du Jurassique inférieur, c'est là où il y a les dinosaures qui commencent à apparaître un peu partout dans le monde entier.
Asilal, l'enthousiasme est retombé. La roche est décidément trop dure et les fossiles trop dispersés pour espérer reconstituer un animal. Philippe Taquet prend la décision d'interrompre les recherches plus tôt que prévu. Une autre raison l'incite à prendre le départ. Des ossements ont été découverts de l'autre côté de l'Atlas par des chasseurs de fossiles et il faut intervenir d'urgence avant que le site ne soit pillé. Direction Ouarzazate pour gagner le village de Toundout aux portes du Sahara. Envoyés en éclaireur, les géologues établissent que le gisement pourrait être plus ancien encore que celui d'Asilal. Pourquoi pas de l'âge du petit carnivore qui courait sur la dalle inclinée, soit près de 200 millions d'années. Désormais, tous les espoirs sont permis. Les fossiles ont été découverts juste à côté d'une habitation et l'accueil est des plus chaleureux. Voilà le couscous qui arrive. Monsieur El Houssine, le propriétaire, explique que des chercheurs de fossiles ont commencé à fouiller dans les environs. Ils ont trouvé des os étranges et ils sont partis avec. On a essayé de les en empêcher, mais ils avaient des carabines. Ils ont volé beaucoup d'os, mais l'un d'entre eux a trop parlé et le chef de la police est venu. Les autorités ont dû faire garder le site jusqu'à l'arrivée des paléontologues, car les fossiles de dinosaures sont très recherchés au marché noir. Juste au-dessus des maisons, le travail de prospection commence. Les fossiles sont bien là. La pelle et la pioche font place au pinceau. Voilà, regardez. Ça ne décolle pas l'autre partie? Non. Regardez ça. Philippe Taquet dégage avec précaution un os d'une taille inhabituelle. Il appelle Dale Russell qui prospecte plus haut dans la colline. Venez là. Venez là. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Mais quel os? Maintenant, on ne voit pas le côté, mais je pense un peu à tibia, mais c'est assez plat quand même là. Et j'ai un indice supplémentaire à vous montrer. Fatima a trouvé une pièce. Oui. Venez, attention, ne la laissez pas tomber. Oh, c'est magnifique. C'est une dent en forme de spatule, typique des sauropodes. Eh bien, c'est primitif alors. Comment savoir? Si c'est très primitif, c'est difficile. Elle révélera au laboratoire le stade d'évolution de son propriétaire. Les autres membres de l'équipe découvrent que le gisement de fossiles se poursuit un peu plus haut. Un deuxième chantier est ouvert. Une telle concentration d'ossements pourrait s'expliquer par la présence d'une rivière qui aurait charrié dans ses flots, puis rassemblé plusieurs animaux. Omoplates, vertèbres, côtes, phalanges, le nombre de 200 fossiles appartenant à plusieurs sauropodes est bientôt atteint. De quoi se faire une idée de l'ancêtre d'Atlasaurus, qui se révèle d'une taille beaucoup plus modeste que lui. Les sauropodes n'ont pas toujours été des géants. Chez les sauropodes, l'architecture des vertèbres diffère pour chaque famille. Elle indique son stade d'évolution. Afin d'orienter le travail de fouille, Michel Fontaine, conseillé par le paléontologue Ronan Alain,
esquisse le squelette tel qu'il devait reposer à l'origine. Ces jeunes garçons ont dans leur jardin de véritables ossements de dinosaures. C'est un peu comme s'ils regardaient les étoiles la nuit et qu'ils constataient qu'elles existent vraiment, qu'elles sont tout près. Il y a là de quoi stimuler leur imagination. Une omoplate appelée scapula retient l'attention des spécialistes. Ils n'en ont jamais vu de semblable. Pour un paléontologue, une scapula primitive à bord parallèle comme ça nous dit que l'animal est ancien et qu'il est un sauropode, un dinosaure herbivore primitif, plus primitif que tous ceux qui sont connus classiquement. Et au fond, là, le paléontologue apporte sa pierre à l'édifice en disant « ce gisement, par ce seul os, il est ancien, il est forcément, probablement, très probablement même, du Jurassique inférieur. Il est avant les sauropodes déjà connus. Cette scapula est plus ancienne, plus primitive que celle que l'on connaît chez les autres sauropodes plus évolués. » Avant d'être déplacée, elle doit être soigneusement protégée. Non, mais les phalanges de l'ornithopode... Si c'est du Trias. Que je ne vois pas. Non, les sauropodes sont trop... Moi, pour l'instant, je prends aucune... Une discussion passionnée s'engage sur l'âge du gisement. Philippe Taquet est convaincu d'avoir affaire au Lias, période du début du Jurassique, datée de 190 millions d'années. Michel Montbaron estime, lui, qu'il pourrait même remonter au Trias, soit plus de 205 millions d'années. On est peut-être dans le Lias moyen supérieur, mais on est aussi peut-être dans le Trias. Débat intéressant. Mais moi, c'est caché Jurassique. Pas du Crétacé, c'est pas du Jurassique moyen, c'est peut-être du Jurassique inférieur, c'est pas exclu. Si. Moi, je vote pour le Lias, Michel. Alors, moi, je vais encore, et puis vous ferez votre discussion tout seul. Moi, je vais encore voir juste là-bas. Le résultat final, ce sera la rencontre des données géologiques et des données paléontologiques. Et ça, c'est ça qui est excitant dans le travail, c'est de pouvoir apporter des preuves d'un côté et de l'autre pour confirmer une impression. Avant de se prononcer, Michel Montbaron veut retourner sur le terrain afin de trouver un site de même niveau géologique que la fouille dont il puisse déterminer l'âge sans discussion. La géologie marocaine n'est pas une sinécure. Lors de la formation de l'Atlas, les couches se sont plissées et ont basculé les unes par-dessus les autres, compliquant la tâche du spécialiste. C'est une enquête tectonique que je fais maintenant. J'essaye de garantir le fait qu'on a toujours les mêmes terrains et qu'on ne passe pas dans une couche rouge d'âge différent, de nature différente. La couche penche de 20 degrés vers le nord 309. Une paroi verticale épargnée par le chaos offre un impeccable empilement de couches. Elles correspondent à l'alternance de dépôts marins calcaires de couleur claire et de dépôts terrestres gréseux plus sombres qui se sont succédés pendant des dizaines de millions d'années au rythme des variations du niveau de la mer. Le géologue reconnaît, grâce à son épaisseur et au grain du sédiment, une couche calcaire qu'il connaît bien. Elle s'est formée à une époque qui précède juste la fouille de Toundout. C'est la confirmation qui dissipe ses derniers doutes. Les fossiles sont bien du Jurassique inférieur. Je peux dire que cette masse de calcaire, je l'ai déjà rencontrée ailleurs dans l'Atlas et elle correspond à une époque du Lias inférieur, c'est-à-dire aux alentours de 180-185 millions d'années. C'est du Crétacé moyen? Non. C'est le Trias? Non.
C'est lié. Oui, oui. Top là, il avait raison, mais il fallait tester, hein, t'as bien fait. Non, il vaut mieux écarter toutes les hypothèses. La journée était bonne quand même, fertile en événements. Oui, absolument. Les dinosaures de Tundut, ils sont très très vieux. Et puis, il y a 30, 40 millions d'années, la plaque de l'Afrique va pousser avec la plaque de l'Europe, comme ça. Ça va faire pousser très fort. Et ici, tout l'Atlas et les chaînes de montagnes de l'Atlas vont se soulever de chaque côté. Alors, les terrains qui étaient horizontaux comme ça vont faire des plis comme ça. Les dinosaures, ils étaient dans la couche ici. Tous les os de dinosaures, ils sont là. Et après, la pluie, l'orage, les rivières, tout ça, ça va user la montagne. Ça. La montagne va être usée, usée, usée pendant très très longtemps. Et on va arriver, la couche ici, il y a les os qui vont arriver là, à la surface de la montagne, qui a été coupée. Et voilà, les dinosaures de Tundut, ils étaient là dans la couche. Et c'est pourquoi nous sommes venus pour chercher les os et les étudier. La leçon se poursuit sur le terrain. Les dinosaures de Tundut sont prisonniers d'un gisement qui plonge à 45 degrés dans la colline, sous une énorme couche de matériaux qu'il faut enlever au plus vite. Les jours de mission sont comptés. Pendant ce temps, la fouille se poursuit à la main sur le site du bas. Sur ce plan incliné, il y a une accumulation spectaculaire d'ossements, avec au fond des vertèbres ici, une, deux, une qui la suit, une troisième ici dans cette même série, une quatrième plus loin dans la queue, au bout d'une cinquième, 6. Tout ça sont des vertèbres plutôt de la queue. Au milieu de tout ça, un os probablement du bras, ça ressemble à un cubitus. 2 métatarsiens, 2 os, l'un à l'endroit, l'autre à l'envers, des os de la patte. Et puis en travers, des côtes, une ici, une là, une presque complète là, dans ce sens-là. Un énorme os de membre, passionnant celui-là, un humérus, avec sa spatule, ça c'est l'extrémité supérieure. Et il est vu de derrière, et il plonge dans la couche. On est à peine au bout là, et ça c'est très important parce que c'est un gros os. Dans l'ancienneté des terrains, on a déjà des beaux sauropodes. Ces très vieux sauropodes présentent déjà des os de taille respectable. L'examen de leur structure au laboratoire révélera peut-être les secrets de fabrication des colosses qui leur succéderont, les brachiosaures. La charpente nécessaire au soutien de leur gigantesque corps devait être à la fois légère et d'une solidité à toute épreuve. Les restes d'ossements de dinosaures présents ici sont très intéressants. L'Atlasaurus a été une découverte capitale. Elle prouve que des dinosaures primitifs du Jurassique moyen étaient présents ici et que des dinosaures plus anciens le sont probablement. Cela comble un vide énorme dans la connaissance de l'évolution des dinosaures. Sur le site du Haut, il faut renoncer à la pelleteuse car les fossiles affleurent. Deux nouvelles dents de sauropodes, parfaitement conservées, laissent espérer la découverte d'un crâne. Ce métatarse, petit os du pied, donne une idée de la taille de son propriétaire. On va trouver encore autre chose en dessous. On est débordé, il y en a partout. Je ne pas d'un disque vertébral, mais une belle dorsale. Le haut serait comme ça, le canal neural. Le fait que les dinosaures aient été les seigneurs de la Terre pendant 155 millions d'années. Ils ont régné sur la Terre du Trias jusqu'au Crétacé supérieur.
Et donc ils ont été un grand succès évolutif. Et moi je m'insurge toujours contre les gens qui disent « Oh, les dinosaures c'était des animaux grands, bêtes et méchants qui ont disparu faute d'avoir su s'adapter ». C'est totalement faux. Le succès des dinosaures est un succès dans l'histoire de la vie sur Terre incontestable, fantastique. Il faut rappeler que l'humanité n'en est qu'à 6 millions d'années d'ancienneté. C'est pas beaucoup. 155 millions d'années, c'est un succès évolutif. Et donc si les dinosaures n'avaient pas été là, occupant toutes les niches écologiques pendant cette longue période de temps, l'histoire aurait été certainement différente. À la même époque existaient déjà les petits mammifères. Et si les dinosaures avaient été absents, les mammifères, ils avaient toute la place, eux, pour évoluer. Et notre histoire, elle aurait peut-être gagné 70, 80, je ne sais pas, 100 millions d'années. Et nous-mêmes, nous serions là sur Terre depuis bien plus longtemps peut-être. On peut faire de la paléontologie fiction comme ça, qui n'est pas totalement dépourvue de sens. Le ciel est d'un bleu opalescent. Il est d'une telle pureté, d'une telle netteté. C'est beau. Ce soleil qui se lève en relevant les contours de l'Atlas, au-dessus de ces couches du tout début du Jurassique qui sont maintenant exposées. Je ne peux m'empêcher de me demander si l'aube naissait de la même manière au temps des grands sauropodes, et en quoi cette époque était si différente de la nôtre. Moi, un descendant des écosystèmes qui existaient et évoluaient il y a 180 millions d'années, je pose aujourd'hui un regard sur ces restes et je les découvre. Ils sont mes ancêtres et je ne débarque pas d'une quelconque sonde interplanétaire pour étudier les dinosaures. Je suis le résultat de leur monde et me voilà avec les yeux de celui qui, pour la première fois, peut apercevoir leurs ossements et leurs restes et avoir une pensée pour eux. Ce ne sont pas les ossements qui comptent, mais ce qu'ils nous apprennent. Les paléontologues supposent que ces vieux dinosaures se déplaçaient très lentement. À Demnat, dans l'Atlas central, une piste de sauropodes de l'époque d'Atlasaurus offre à Michel Montbaron et Christian Meyer l'occasion de vérifier cette hypothèse. Ça doit ressembler à l'Atlasaurus, je pense, non? Ça fait quand même presque 1,20 m. Hein. De quoi? Le pied. En connexion avec la longueur de l'empreinte, on peut mesurer la vitesse de l'animal. Et puis on prend le double pas directement d'ici. Hein. Oui. À un moment propice de l'assèchement, des dinosaures passent, impriment leurs traces. Ça s'assèche totalement, la trace est fossilisée et conservée. Et lors du prochain événement d'inondation, de recouvrement par des sédiments, les traces qui étaient asséchées sont préservées par la couche qui s'est déposée au-dessus. C'est bon ici. Moi, je pensais qu'il marchait l'amble, mais je ne suis pas sûr. Mais qu'est-ce que ça veut dire, l'amble? L'amble, tu poses les deux pattes droites en même temps, les deux pattes gauches en même temps, comme ça, comme ça. Est-ce que c'est juste ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Pierce Wright, 114. 114, bon, j'arrive à une hauteur de la hanche de 4,56 m. Hauteur de la hanche, 4,56 m. Ok, voilà. 4,56 m. Maintenant, l'enjambé, s'il te plaît. Enjambé, RP 356. 356, bon, j'arrive à une vitesse de 1 km et 200 mètres par heure. Oui, ok, mais c'est pas rapide ça? Ah non, pas du tout. Hein? Il marche très lentement. Il marche lentement. Et s'il se mettait à courir plus fort, ça peut arriver? Oui, ça arrive. Des fois, on arrive à des vitesses de 5 km par heure.
Et par des exceptions, à 11 km/h. Mais là, tu vois plus les empreintes de main. Ouais. Alors celui-là était en train de se balader sur la plage. Mais oui, de toute façon. Regarde, moi ça c'est absolument fantastique et émouvant. On a l'impression qu'il vient de passer. Oui, Tellement bien conservé. Oui, ils sont si fraîches. Hein. Fantastique. Oh, c'est super, je trouve. Et puis on va voir s'il y a des autres traces là qu'on peut suivre. Les pas sont très 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 courts. Hein. Même si la taille de l'empreinte est assez bonne pour Atlasaurus. Mais le problème, c'est la longueur du tronc. Si on arrive à 2,50 m, je pense que c'est un peu court, hein, tu vois. Mais il faudra recalculer toute la chose et puis vérifier avec le squelette. Par là-bas. Il y a une ou deux traces là très intéressantes où on voit vraiment bien les doigts. Ah, ça c'est super. Un peu plus loin, dans la cour d'une ferme, c'est un dinosaure carnivore qui a signé son passage. Et voilà, la suivante, elle est sous le fumier. Oui, il faut. Ah, voilà. Maintenant, on peut faire. Ah, maintenant, je le reconnais, ce monsieur. Tu le reconnais? Oui. Alors, il faudrait une troisième au moins pour avoir les pas. Hein. Fossiles et empreintes se complètent pour faire revivre ces animaux disparus depuis si longtemps. Voilà. Ça, j'ai jamais fait avant. Non, tu peux pas. L'icnologie dans des fumiers. C'est un théropode. Aïe, aïe. C'est-à-dire un ancêtre des oiseaux, c'est ça? Voilà. Voilà, il est là. Si on continue de creuser dans cette pente, dans ce niveau-là, on va trouver la suite. Ça joue bien. Ça joue, hein, ça marche. Le dessinateur Michel Fontaine esquisse la patte qui a laissé la fameuse empreinte tridactyle. Eh bien, pour arriver à reconstituer une patte tridactyle, c'est-à-dire d'un théropode, un carnivore, on utilise à la fois les squelettes des animaux connus et aussi certains animaux actuels comme les oiseaux qui ont des pattes très similaires et qui laissent d'ailleurs des empreintes très similaires aussi. Ça fait rêver, hein, ces animaux qui sont passés là en plus, vivants. Comment imaginer que ces innocents volatiles ont pour ancêtres de féroces prédateurs? Je vais le faire en plus grand. Cet homme n'est pas vraiment étonné de l'apparence de l'animal. Lorsqu'il était petit, les anciens disaient que c'était un monstre qui emportait les enfants qui n'étaient pas sages. C'est important de les dessiner plus précisément pour comparer avec des autres traces qu'on connaît, soit de l'Europe ou bien de l'Amérique du Nord. Sur le site de Tundut, une découverte extraordinaire est saluée selon la tradition. Une mâchoire de sauropode. Waouh! My God! Ah, c'est... J'avais raison! C'est ce que disait. C'est quoi? Un véritable trésor, car chez les sauropodes, la première vertèbre du cou n'est pas solidement fixée au crâne. Celui-ci se détache facilement et ses arcades fragiles éclatent alors en mille morceaux. Est-ce que vous pouvez prendre une photo pour moi? Vous êtes là et Ah, mais il faut mettre il faut simplement... Avec le soleil. Oui, oui. Je pense qu'il s'agit d'une découverte extraordinaire. Cela va réellement changer quelque chose.
On est en concordance, les indices se resserrent et l'enquête se poursuit avec succès, progresse. Vraiment content. Je suis content parce que ça confirme sur les dents isolées. J'avais fait ce diagnostic. Et la mandibule, là, ce dentaire, confirme complètement. Ce sont des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir et qui ne sont pas courants dans les dinosaures. Et on est vraiment dans le début et on est en train d'écrire l'histoire du début des grands sauropodes. Ça, c'est super, vraiment. Il s'agit maintenant d'extraire cette pièce délicate du gisement. Mais c'est au laboratoire qu'elle sera libérée de la roche qui l'emprisonne. Cette mâchoire de sauropode est la plus vieille jamais trouvée au monde. Quelques semaines plus tard, au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Bonjour. Alors, comment vont les choses? Ah bah ça avance, voilà. Wow. La mandibule avec... Je mets mes lunettes. Ouais. Ah, c'est magnifique. Ça avance. Ah ouais, ça a bien avancé là. Plusieurs dents qui sont apparues là. Et combien il y en a maintenant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9? 1, 2, 3, 8. 8, mais... Oui, les crénures, elles sont quand même très espacées par rapport à un prosauropode, c'est beaucoup plus large. Beaucoup plus large. C'est encore plus impressionnant que sur le terrain. Ah ouais, parce que là, on voyait pas Comme d'habitude. Le travail à l'atelier révèle des dents aux crénelures espacées caractéristiques, preuve de l'ancienneté de l'animal. Ah bah, elle va faire couler de l'encre, hein, celle-là. Le reste aussi. Cette puissante mâchoire aux fortes dents était à même de venir à bout de la végétation coriace qui composait le menu de ce très vieux dinosaure. Au laboratoire voisin, le paléobotaniste Jean de Jax se fait fort de reconstituer la composition des repas de notre sauropode. C'est toute l'étrange végétation du Jurassique qu'il détient dans son creuset et qu'il s'apprête à nous révéler à la manière d'un alchimiste. Le sédiment est broyé, puis très finement tamisé avant d'être traité à l'acide. Là, je vais verser l'acide fluorhydrique. C'est l'acide le plus corrosif qui va détruire les minéraux et qui n'attaque pas la matière organique. Je vais laisser agir pendant à peu près 24 heures. Là, il peut y avoir un dégagement assez violent. Voilà. Oh, ça chauffe, hein. Oh la vache. À l'atelier du muséum, la mâchoire de sauropode sort peu à peu de sa carapace de pierre. Ce travail minutieux doit être effectué à la loupe binoculaire pour être sûr de ne pas attaquer l'os. Les fossiles sont imprégnés de colle afin de les solidifier et d'assurer leur conservation. Donc ça c'est la fin du doigt de pied puisqu'il va y avoir 3 phalanges de cette taille-là, on en a d'autres, et puis une griffe au bout, donc il doit se tenir comme ça, et puis avec le reste des pieds qui va jusque là à peu près. Renan Alain décrit un animal assez jeune pour ne rien avoir à faire avec les archaïques prosauropodes et suffisamment vieux pour être le patriarche des sauropodes. Si on remet l'os droit là, on va voir que le contact avec le crâne qui est ici, si on rebascule l'os, est sous la rangée dentaire. Donc ça, c'est une caractéristique très primitive qu'on retrouve plutôt chez les prosauropodes. Le nombre de dents là est très important, il y en a une vingtaine, alors que normalement chez les dinosaures sauropodes, on devrait en avoir simplement 15 à 17 pour les plus primitifs. En tout cas, pour ce qui est de la longueur du crâne, ça, on la connaît. Ça fait un crâne d'ailleurs qui est relativement grand. Si on compare par rapport au Diplodocus par exemple, ça doit être à peu près un animal qui doit avoir la longueur d'un crâne de Diplodocus.
mais les membres sont beaucoup plus petits. Donc ça, c'est aussi des caractères très primitifs, puisqu'on sait qu'au cours de l'évolution des sauropodes, on va avoir un crâne qui va devenir de plus en plus petit, et les formes primitives ont encore un crâne très très grand, un peu ce qu'on avait chez Atlasaurus asila. Donc là, on retrouve à peu près la même chose. Le lendemain, Jean de Jacques récupère la matière organique sortie du bain d'acide. Infimes, dérisoires indices pour reconstituer toute une vie disparue. Et là, j'ai isolé la fraction entre 10 et 100 microns. La fraction de matière organique. Le botaniste sélectionne les fragments de végétaux les plus aisément reconnaissables pour les examiner sous un fort grossissement. Nous sommes en train de reconstituer un puzzle que la nature nous a livré en pièces détachées, d'une part dans le sédiment des gros ossements, d'autre part dans le sédiment également des très petits organismes, des parties de végétaux, comme ce que j'observe en ce moment, des fragments d'épiderme qui me permettront peut-être de reconstituer quelle était la flore, quel était le paysage, quelle était aussi l'alimentation des herbivores qui déambulaient dans ce paysage, dans cette plaine d'inondations, peuplée de certains conifères, peuplée de fougères, dont certaines étaient probablement arborescentes. Cette végétation primitive n'a pas disparu de la planète. La Nouvelle-Calédonie conserve la mémoire de cette époque très ancienne, comme si le temps s'était figé il y a quelques 180 millions d'années. L'île des Pins est un monument à la gloire du Jurassique. Je me demande si les plantes dont ils se nourrissaient ressemblaient à celles-ci. Je crois que oui. C'est une forme très ancienne. We say verticillate branching. Cette planète jurassique est uniformément chaude et humide. Les continents sont peuplés d'une végétation de conifères, de cycades, de fougères, d'araucaria. Pas le moindre brin d'herbe, pas la moindre fleur et par conséquent pas de papillons. La nature ne les a pas encore inventés. Jean de Jacques et Dale Russell semblent soudain avoir découvert le paradis des sauropodes. On arrive dans un petit massif avec ces Araucaria lobensfelsi, là, magnifique. C'est des pieds encore assez jeunes. Hein. Oui, c'est pas mal ici. Hein? Regarde comme les branches sont très souples. Vous avez vu, Dale, ce tapis de fougères là? Il n'y a qu'une seule espèce. Oui. Lichen, une fois de plus. Voilà, et du lichen.
Waouh! C'est profond, hein? Incroyable. C'est plein de feux. C'est élastique. C'est facile à brouter ici. Oui, oui. On peut se nourrir ici pendant des heures si on est sauropode. Il n'y a que ces fougères, et rien d'autre, sauf par-ci par-là un petit araucaria. Ça devait leur fournir une bonne prairie et une bonne alimentation, peut-être bien, des fougères proches de celle-là. Donc ils devaient se régaler. On imagine très bien les animaux se déplaçant là-dedans, mangeant des pousses d'araucaria, mangeant aussi des lycopodes comme on voit ici par terre. Ils pouvaient aussi manger du lichen. On voit ici un humus très riche avec des lichens, des lycopodes. Je pense que tout ça devait fournir une bonne alimentation. C'est des feuilles coriaces, mais ils avaient des bonnes dents. Ce que je vois ici dans cette forêt me rappelle ces astronautes qui, pour préparer en quelque sorte leur arrivée sur la Lune, se sont rendus à Sudbury au Canada ou dans le désert du Sahara pour simuler à peu près le même environnement que celui de la Lune. En ce qui concerne le Jurassique, Dieu que j'aimerais avoir un aller-retour. Je prendrai un astronaute ou quelqu'un qui explore l'espace-temps. Je l'emmènerai ici en Nouvelle-Calédonie et je lui dirai « Fils, absorbe ceci ». Ce ne sera pas exactement la même chose, mais cela y ressemblera fortement. Habitue-toi, parce que c'est cela le Jurassique. Ce qui est surprenant au sujet des plantes que l'on retrouve ici, c'est la simplicité avec laquelle elles se développent. Normalement, les angiospermes aboutissent à des formes plutôt étranges, tandis que celles-ci sont plus mécaniques et plus rudimentaires. Ce sont des plantes qui n'ont pas éprouvé le besoin d'évoluer parce qu'elles étaient arrivées à une sorte d'optimum qui leur permet de vivre tout à fait de manière idéale dans un certain biotope. Donc le Maroc actuel aujourd'hui évidemment est très différent du Maroc du Jurassique parce que tout simplement l'évolution végétale s'est fortement chargée de modifier l'aspect de la flore. Et on peut imaginer très bien un décor à peu près analogue à celui-là, au Maroc, au Jurassique moyen. L'évocation du monde jurassique se poursuit à Montréal, au studio d'animation Météor. Philippe Taquet fait connaissance avec l'animal dont il rêve depuis si longtemps. Ici, l'animal avec toutes ses articulations, la tête, le corps, la queue. Ah oui. C'est magnifique de redonner vie à un animal qui a disparu depuis des millions d'années. Il est très réussi, très On a essayé de respecter en fait les dessins pour la tête. On n'était pas sûr d'avoir respecté complètement le contour du crâne. Ah ouais, non, mais la tête est bien, les proportions, elle a été lancée exactement comme il le faut, ouais, c'est bien. Okay. Alors là, je vais l'animer. Alors... Ah oui, alors voilà. Ah, c'est superbe de le voir marcher comme ça, se déplacer. Ah, oui. Non, il est assez élégant, bien réussi, encore assez gracile finalement. Ce qui est fabuleux, c'est de penser qu'à partir d'un petit os comme ça, qui est un chevron, qui est une pièce qui se met sous les vertèbres de la queue, on peut dire que cet animal est déjà un sauropode vrai. Et il est très probablement l'ancêtre de tous les grands dinosaures du Jurassique. Et en effet, par exemple, l'Allosaurus qui lui succède, là, qui est beaucoup plus grand, deviendra avec des pattes en colonne, des membres comme des pattes d'éléphant, avec un cou beaucoup plus long, une queue beaucoup plus longue. Ils vont atteindre des poids de plusieurs dizaines de tonnes et des longueurs de dizaines de mètres. Ce qui est formidable de penser que les dinosaures, là, étaient au bon moment et au bon endroit au Maroc. On les a trouvés et ils sont les ancêtres des grands dinosaures d'Amérique du Nord, du Jurassique, parce qu'à ce moment-là, l'Afrique était encore soudée à l'Amérique du Nord. Et ce qui est formidable, c'est de les voir évoluer dans leur environnement, dans leur milieu, comme si on y était avec eux. Ça, c'est le rêve de tout paléontologue.
les hasards de l'évolution, notre planète a gardé vivante l'extraordinaire végétation du Jurassique. Et des chercheurs passionnés ont osé redonner vie à une créature venue du fond des âges. Et voilà notre animal, le plus vieux sauropode connu, 180 millions d'années. Sous ses pas, toute la mémoire de la Terre.